Salut, c'est Yves et bienvenue dans l'almanach numéro 12, l'almanach du 25 au 31 mai. Aujourd'hui, on est tous habitués au concept de blog. Mais au début de l'internet grand public, l'idée n'était pas encore là. Quand on voulait faire un site web, dans la plupart des cas, on devait écrire le code HTML, le publier et réécrire le contenu pour faire des mises à jour. Les sites web étaient dans leur grande majorité statiques. Et durant l'été 1999, la société Pyralabs lance un site web qu'ils appellent Blogger. C'est un des premiers sites permettant la création de blogs sur l'internet. C'est pas le premier, mais il fait partie des pionniers. Et un jeune développeur français entend parler de ce site web et de la possibilité de poster des messages réguliers sans avoir à connaître du code. Il s'inscrit dessus et commence à l'utiliser. Michel Valdrigui, c'est son nom, est vite ennuyé par les limitations de blogueurs de l'époque. On ne pouvait pas mettre de titre sur les messages qu'on postait, et les commentaires n'existaient pas sur Blogger, même si on arrivait à les héberger sur d'autres sites. La disponibilité de la plateforme en plus n'était pas au top au début de son existence. Comme il vient d'apprendre le langage PHP et la base de données MySQL, il décide de se lancer dans la conception d'un petit moteur de blog très simple, mais il lui faut un nom. Et à cette époque, il écoute beaucoup la chanson Song 2 de Blur. Il se dit qu'il va nommer son programme B2 comme Blog 2, Blog 2 ou Blogger 2. Il publie son programme, mais comme il veut prendre le temps de choisir une licence libre qui lui va, il le publie sans licence particulière en conservant les droits complets dessus. Le programme commence à avoir un peu de succès et quelques contributeurs l'aident à améliorer B2. Le nom évolue d'ailleurs vers B2 Cafélog. On en est à la version 0.6 et on se dirige vers une version 1.0 particulièrement prometteuse. Le logiciel est maintenant un logiciel libre sous licence GPL. Mais suite à des problèmes personnels, Michel Valdrigui décide de disparaître quelque temps de l'internet en décembre 2002. La petite communauté autour de B2 s'inquiète de sa disparition. Et en janvier 2003, un des contributeurs au projet, Matt Mullenweg, décide de faire évoluer le code actuel de B2 pour y ajouter des fonctionnalités qui lui manquaient. L'évolution de B2 devra donc être également sous GPL. À l'époque, on compte environ 2000 sites web utilisant le moteur B2 Cafélog. Michel Valdrigui réapparaît en mai 2003 et fait une annonce particulièrement importante pour la communauté. Matt Mullenweg et Mike Little dirigent la nouvelle branche de B2 appelée WordPress. Elle deviendra la branche officielle dès qu'une release sera publiée. N'hésitez pas à les contacter pour aider. C'est la naissance de WordPress. Et dès la fin du mois, le 27 mai 2003, la première version de WordPress est publiée. Elle est numérotée version 0.7 car une évolution directe de B2 Cafélog 0.6. Michel Valdrigui restera dans l'équipe de développement de WordPress jusqu'en 2005. En 2004, Movable Type, un concurrent de WordPress, change brutalement les termes de sa licence pour la version 3.0 en compliquant l'utilisation du moteur sans payer une licence à Sixapart, son éditeur, ce qui va déclencher une vague de migration sur WordPress. En 2019, sur le top 10 millions des sites web, sur les moteurs identifiés de ces sites, 27,5% sont des WordPress. Le chiffre réel est sans doute plus élevé que ça en raison du grand nombre de sites sans moteur identifié. En 1997, un certain Paul Leroux écrit et publie un logiciel qu'il appelle E4M, E4M ou Encryption for the Masses, ou chiffrement pour le peuple en quelque sorte. Le logiciel est développé sous Windows NT et les Windows 95 et 98. Il permet de créer des conteneurs chiffrés qui permettent d'enregistrer des fichiers confidentiels. Sans la clé de déchiffrement, le contenu du conteneur n'est tout simplement pas accessible. Arrive l'an 2000 et Paul Leroux prend la décision d'arrêter le développement de E4M pour travailler sur un projet commercial. Il publie alors le code source de la dernière version de E4M. Et sur cette base, le code source de E4M, un ensemble de développeurs qui s'identifient sous le nom de la TrueCrypt Team développe le logiciel TrueCrypt et publie la version 1.0 le 2 février 2004. Une controverse va alors immédiatement démarrer, invoquant le fait que Paul Leroux n'avait pas les droits sur E4M et donc n'était pas autorisé à publier le code source de façon légale. La controverse va immédiatement suspendre le développement de TrueCrypt juste après que la version 1.0a ait été publiée. Cette dernière abandonne le support pour Windows 98 et Millennium, le pilote utilisé pour cette version étant le même que celui de E4M, et l'auteur n'a pas donné d'autorisation d'utilisation dans TrueCrypt. Le 7 juin 2004, la version 2.0 de TrueCrypt voit le jour, cette fois signée par une équipe du nom de la TrueCrypt Foundation. Cette version est publiée sous licence GPL. Pas pour longtemps, car le logiciel intègre du code d'origine très varié, et donc
La licence ne peut pas réellement être changée en GPL. Par la suite, la licence sera celle utilisée pour la publication originale de i4M. Et là, c'est le succès. Le logiciel commence à être utilisé partout dans le monde pour avoir un espace sécurisé sur les machines Windows au départ, mais ensuite sur toute une multitude d'autres systèmes. Et le 28 mai 2014, les visiteurs du site officiel de TrueCrypt tombent sur un message particulièrement étrange. Je cite: « Le développement de TrueCrypt s'est arrêté en mai 2014, après que Microsoft ait stoppé le support de Windows XP. Windows 8 7 Vista et suivant offrent un support intégré pour les disques chiffrés et les images virtuelles. Un tel support est également disponible sur d'autres plateformes. Vous devriez migrer toutes les données chiffrées par TrueCrypt sur des disques chiffrés ou des images virtuelles de disques supportés par votre système. » Fin de la citation. Plusieurs choses choquent dans ce message. Tout d'abord, les auteurs du logiciel open source conseillent aux utilisateurs de passer sur un logiciel propriétaire et spécifique à la plateforme de chez Microsoft, alors que TrueCrypt était présent sur plusieurs autres systèmes d'exploitation. Ensuite, l'annonce du 28 mai coïncide avec la publication de la version 7.2 particulièrement limitée au niveau des fonctionnalités. Elle ne permet que de déchiffrer des conteneurs existants et son code source contient un plus grand nombre d'avertissements qu'à l'habitude. La licence est également modifiée et supprime le texte spécifique demandant l'attribution TrueCrypt des travaux dérivés du code source. Alors, que s'est-il passé? Que ce soit clair, on ne sait pas. Et nous n'avons que des suppositions et conjectures. Comme la version 7.1 venait d'être auditée, certains ont émis l'hypothèse qu'une porte dérobée mise en place par la NSA avait été détectée. Mais à ma connaissance, cette dernière n'a pas été clairement identifiée. D'autres ont avancé des bugs dans le générateur d'aléas ou dans le code généré par le compilateur. J'ai pas vu de théorie revenant sur les problèmes de la licence du début du projet, mais ça ne me semblerait pas totalement surprenant. Comme la nouvelle licence, celle de la version 7.2 de TrueCrypt, interdit la création d'une nouvelle branche à partir de la dernière version de TrueCrypt, on peut considérer que le projet est arrivé à sa fin. Cependant, des utilisateurs en dehors de la juridiction américaine ont quand même refait des versions, sans doute en repartant de la 7.1, et les ont améliorées. Une de ces versions est VeraCrypt, éditée par une petite société parisienne, Idrix. Aujourd'hui, VeraCrypt est très utilisé en remplacement de TrueCrypt, et c'est le logiciel que je vois souvent être conseillé si on ne veut pas utiliser la version native de Microsoft quand on travaille sous Windows. Dans le milieu des années 80, les ordinateurs souffraient de ne pas avoir beaucoup d'interfaces graphiques réellement utilisables. Le Mac a été annoncé en 1984, et on est vraiment au tout début de l'exploration de ce qu'on va appeler les GUI, les Graphical User Interface, les interfaces graphiques utilisateurs. Microsoft a commencé à explorer ces interfaces dès 1983 avec un Windows 1.0 particulièrement prometteur, mais qui s'est fait attendre jusqu'à 1985 pour voir le jour. L'interface était très brouillon et pas pratique du tout à utiliser. Par exemple, il était impossible de fermer une fenêtre avec un bouton, on devait aller dans les menus pour ça. En 1987, Microsoft tente une seconde version de l'interface graphique inspirée par le Lisa, le Macintosh et les travaux du parc de chez Xerox. La version s'appelle Windows 2.0 et contrairement à Windows 1.0 ou à l'interface de chez Xerox, les fenêtres pouvaient se superposer comme sur le Macintosh. De plus, la présence d'une barre des tâches qu'on ne retrouvera pas avant Windows 95 faisait son apparition. Le 27 mai 1988, deux versions de Windows 2.1 sortent simultanément. Une pour les microprocesseurs de type 80-286 et appelée Windows/286, et une autre pour la plateforme 386 appelée Windows/386, beaucoup plus performante. La version 286 n'était là que par compatibilité, Microsoft souhaitant réellement mettre en avant la version 386 qui permettait de faire fonctionner plusieurs applications en parallèle et non les unes après les autres comme sur le 286. Cette version est d'ailleurs la première qui avait besoin d'un disque dur pour fonctionner, les versions antérieures se satisfaisant d'une simple disquette. Il fallait également 512 kilooctets de mémoire vive pour fonctionner et avoir au moins MS-DOS 3.0 d'installer. La présence d'une carte graphique était également nécessaire et la boîte comportant les disquettes d'installation précisait qu'on pouvait utiliser des cartes EGA, VGA, IBM 8514, CGA, Hercule ou une carte compatible. Malgré les efforts de Microsoft, ce n'est pas cette version qui aura un réel succès. La première version de Windows qui sera connue du grand public sera la version 3.0 sortie quelques années plus tard, en 1990. Par contre, je ne résiste pas à la tentation de vous mettre un lien vers une publicité de l'époque sur le thème de Mission Impossible, conçue pour montrer les avantages de Windows 386. Et tout y passe,
du look kitsch des années 80 à la tentative de rap de l'utilisatrice du système. Alors voilà pour cet épisode numéro 12 de l'Almanach. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si mon travail vous intéresse et que vous voulez le soutenir, vous pouvez participer au financement de la chaîne, les liens sont dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!